Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie très sincèrement d'être présents pour cette quatrième soirée culturelle du Musée de l'Ordre de la Libération sur le mode virtuel depuis le début de cette année 2021. Et je voudrais d'abord remercier chaleureusement Catherine de Sérigné et Vianney Bollier d'avoir accepté de venir ce soir témoigner de leurs pères respectifs, Gabrielle Brunette-Sérigné et André Bollier, dans cet exercice qui est finalement tout sauf facile. Alors cette soirée est, comme c'est le cas 2 fois par an, dédiée à la Société des Amis du Musée, la SAMOL, la Société des Amis, qui joue auprès du musée un rôle de soutien culturel, de soutien financier extrêmement important. C'est un soutien qui se manifeste tout au long de l'année par l'aide à des acquisitions, par le financement de restauration des collections, également par l'aide à la publication, en particulier des catalogues d'exposition, qui sont autant d'actions qui contribuent largement au rayonnement du musée. Et j'en profite pour remercier aussi très chaleureusement le président de la Société des Amis, Philippe Radal, l'ensemble du bureau et du conseil d'administration, ainsi que tous les membres de la Société des Amis. Alors c'est justement dans le cadre particulier de cette soirée des Amis du musée que nous avons demandé à 2 administrateurs de la Société des Amis, qui sont très impliqués dans le fonctionnement de la société, ce témoignage croisé sur 2 compagnons de la Libération au destin exceptionnel, qui sont hélas tous 2 morts pour la France, respectivement en 1944 et en 1948, et que nos 2 témoins de ce soir n'ont hélas pas connus. Il s'agit là de 2 hommes que leur engagement précoce dans la résistance a conduit sur des voies tout à fait différentes. L'un, Gabriel de Sérigné, officier de Légion étrangère, fit le choix de suivre le général de Gaulle dès le 30 juin 1940 à Londres, et il servit ensuite, pendant toute la guerre, au sein de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Et notre autre compagnon, André Bollier, lui, fut un des cadres d'un des plus importants mouvements, sinon du plus important mouvement de résistance de la zone sud, c'est-à-dire le mouvement Combat. Alors, ils sont tous les 2 parisiens de naissance. Ils ont tous les 2 fait une grande école, Saint-Cyr pour Gabriel de Sérigné et Polytechnique pour André Bollier. Et tous 2, vous le savez sans doute, ont, dans des circonstances tragiques, trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mission. Alors, c'est à Catherine de Sérigné que je vais vous présenter dans un instant, que nous donnerons d'abord la parole, puis ensuite à Vianney Bollier pour environ 25 minutes d'intervention chacun. Au terme de ces 2 communications, nous passerons au temps des questions que vous pouvez donc poser soit via Facebook, par écrit, soit également par écrit, par le moyen des questions-réponses sur le logiciel Zoom. Alors, je vais donc présenter Catherine de Sérigné, qui devrait bientôt, je pense, apparaître à l'écran. La voilà, je crois qu'elle arrive. Elle arrive. En tout cas, je peux commencer, elle doit m'entendre. Alors, Catherine, vous êtes née en 1948 en Vendée, vous êtes l'épouse de Michel Bon, vous êtes mère de 4 enfants et vous avez 11 petits-enfants. Vous avez été diplômée d'histoire de l'art et d'archéologie, et votre vie professionnelle a été véritablement consacrée à la littérature de jeunesse, principalement chez Gallimard Jeunesse, où vous êtes d'abord occupé de collections documentaires avant de prendre la responsabilité de la littérature. Rappelons par exemple que c'est chez Gallimard qu'a été publié, entre autres, le célébrissime, disons, Harry Potter, et que vous avez été secrétaire général de l'association des familles de compagnons de la Libération au début de l'association, et aujourd'hui, vous représentez l'association des familles au sein du conseil d'administration de la Société des Amis du Musée. Voilà, j'espère que j'étais à peu près correct dans cette présentation. Encore merci, Catherine, d'être présente ce soir pour ce témoignage sur votre père, et je vous laisse immédiatement la parole. Eh bien, merci Vladimir. Je suis vraiment heureuse d'être ici et de vous retrouver tous, enfin, ceux que je ne vois pas, mais que j'imagine. Et donc, je vais tenter de vous faire vivre cet homme, mon père, Gabriel de Sérigné, que je n'ai pas connu. Quelqu'un, je n'ai vu qu'en photo. Je ne connais même pas le son de sa voix. Je ne l'ai jamais vu bouger, ou si peu, à peine quelques images tremblées d'un film dans les sables de Bir Hakeim. Il était 3 quarts, c'était très bref, mais tout de suite, sa haute silhouette, j'ai quand même su que c'était lui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Hubert Germain qui me parle de lui, d'une façon si vivante et si concrète, de leurs équipés dans le désert de Libye. Depuis sa chambre aux Invalides, je parcours le désert à la recherche du point d'eau et je suis les étoiles. Mon père est né le 9 février 1913 à Paris,
dans une calme petite impasse, la rue de Narbonne, derrière la rue du Bac, pas très loin des Invalides. Sa famille est une vieille famille vendéenne. Elle a pour devise Firma Stat et Fida. Elle demeure ferme et fidèle. La vie n'est pas si facile, l'éducation plutôt austère. Ce qui importe, c'est l'amour de la famille, une foi profonde, l'amour de la patrie, le sentiment d'appartenir à une lignée, mais il faut en être digne. Gabriel est l'aîné, Jean, son frère cadet, n'a qu'un an d'écart. Ces deux-là grandiront sans leur père, car celui-ci est fait prisonnier le 8 septembre 14 et ne reviendra qu'après plus de 4 ans. Ensuite viendront 2 sœurs et un frère. Ici, vous voyez les 2 aînés, Gabriel et Jean, avec leur petite sœur Marie-Ange. Gabriel va à l'école Sainte-Clotilde, rue de Grenelle. Le général Foch habite juste à côté. Ensuite, il entre au lycée Buffon. À 12 ans, le voici scout. Il a comme totem Alouette soigneuse, parce qu'il est gai et ordonné, il aime les choses bien faites. Il sera routier, chef de troupe, et ce sera une bonne formation. À travers les récits familiaux, je sens sa gaieté, son côté blagueur, sa joie de vivre. Les vacances se passent en Vendée, sur les grandes plages de l'Atlantique. Le voici avec sa sœur Anne, sa plus jeune sœur. Il veut d'abord être marin. Aussi, après le bac, il commence à préparer naval au lycée Saint-Louis. Mais en cours d'année, en février, décision inattendue, il décide de présenter Saint-Cyr. Il entre en effet à Saint-Cyr, du coup, la promotion Bournazel. Il contracte hélas une pleurésie en cours de route et doit s'arrêter 1 an, c'est dur. Il rejoint la promotion suivante, Albert Ier, et à la fin de l'année 35, il sort 28e de Saint-Cyr. Les appréciations de ses professeurs sont plutôt élogieuses, esprit intelligent et ouvert, haute valeur morale, à l'étoffe d'un officier de premier plan, mais aussi gagnerait à acquérir un peu plus de rudesse. Il demande le 29e bataillon de chasseurs à pied à Gérardmer dans les Vosges. Il s'y découvre le don d'instruire, de créer l'enthousiasme et l'entrain. Il est vraiment heureux de la voie qu'il a choisie. Il entraîne ses hommes dans des ascensions qui ne sont pas de tout repos. Par exemple, départ vers 8 heures du soir pour le ballon de Guebwiller pour voir le lever du soleil et retour le lendemain soir après avoir abattu 90 km et 800 mètres de dénivelé. À ce rythme, il devient très résistant et infatigable. Début 39, il demande sa mutation à la Légion étrangère, et il la rejoint en avril 1939. Elle l'envoie d'abord dans un trou perdu du sud de l'Algérie, former 400 nouveaux engagés des Espagnols. Et ça se passe très bien. Mais quand la guerre éclate, dans son bled, il ronge son frein. Quand il entend parler de la formation d'un bataillon pour aller combattre en Finlande, il se précipite à Sidi Bel Abbès et, in extremis, se joint au départ. Le voici ainsi à la 13e demi-brigade de Légion étrangère, qui vient de naître et qui part finalement pour la Norvège. Et là, ils vont battre les Allemands à Narvik. Le jeune lieutenant reçoit sa première citation à l'ordre de l'armée. Officier d'élite, s'est imposé par son sang-froid et sa splendide tenue au feu. Le voici au retour de Bir Hakeim avec le collier de barbe. Et en fait, au retour de Narvik, excusez-moi, il faisait très froid en Norvège avec la neige et le froid, personne ne se rasait, donc ils sont revenus barbus et il a demandé à ses légionnaires de faire des tailles de barbe variées pour qu'ils choisissent et il a opté pour le collier de barbe. Il a décidé de le garder jusqu'à la victoire de la France. Pendant ce temps-là, les Allemands sont en train de gagner en France et il faut revenir. Le régiment débarque à Brest le 14 juin. Mon père, chargé du ravitaillement, se trouve soudain à Dinan face à une voiture blindée allemande. Demi-tour in extremis, retour à Brest qui est en flammes. Il n'a que le temps de sauter sur un bateau. Son régiment avait déjà embarqué.
Et le voici à Londres. À Londres, c'est l'heure du choix. Les Anglais les hébergent à Trentham Park, vous le voyez sur cette photo, on le reconnaît d'ailleurs à son collier de barbe. Et les officiers de la 13 apprennent que De Gaulle va venir les voir le 30 juin. Personne n'a entendu l'appel du 18 juin, ils étaient en mer. De Gaulle, ce jour-là, leur demande un à un s'ils sont décidés à le suivre. Sérigné a 27 ans, il est plein de fougue et d'ardeur, il aime son métier d'officier. Il a battu les Allemands à Narvik. Abandonner le combat quand on est victorieux? Oui, mais en même temps devenir mutin hors la loi quand on a reçu une éducation si classique et traditionnelle, avec la vertu d'obéissance comme pilier. En disant oui, il entre en rébellion. Mais comment son père, dont il est si proche, va-t-il réagir? Heureusement, il ne saura que plus tard que son père, en apprenant sa décision, l'a rayé de sa vie. Je n'ai pas de fils qui s'appelle Gabriel, dit-il. Tandis que son frère Jean a été fait prisonnier, on ne doit plus prononcer le nom de Gabriel devant son père, alors que sa mère le soutient. L'ambiance est vraiment terrible chez les Sérigné. Quelques mois plus tard, mon grand-père sera convoqué par un commissaire de police qui lui apprendra que le lieutenant de Sérigné a été condamné à mort pour trahison et désertion devant l'ennemi en temps de guerre. Il accuse le coup, mais en réaction, il commence à s'adoucir. Moi-même, quand j'ai retrouvé à la mort de ma mère un exemplaire du jugement sur des feuillets de papier jauni, avec ces phrases à la fois si officielles et si terribles, même si je connaissais l'histoire, ça m'a profondément marqué. Dans son journal, mon père a commencé à écrire un journal le 28 février 40, il s'arrêtera en avril 45. Il note le 5 juillet, le partage est fait, seuls restent à Trentham les partisans de De Gaulle. Impression de chef, il sait ce qu'il veut et nous promet de beaux voyages. Dans son bataillon, la majorité a suivi De Gaulle. La 13 formera ainsi la première unité de la France libre. Le 31 août, les hommes embarquent pour Dakar et pour l'Afrique. Ils retrouveront la guerre en Érythrée face aux Italiens, dans des conditions climatiques très dures et des Italiens fortement organisés. À Massawa, un port de la mer Rouge, avec le colonel Monclar qui commande la première brigade des Français libres, font un grand coup de bluff. Ils s'enfoncent dans la ville vers le palais du gouverneur et obtiennent sa reddition. Deuxième citation à l'ordre de l'armée pour mon père. À Massawa, a contribué à la capture de 4 officiers généraux, dont le général en chef et l'amiral en chef, de 449 officiers et de milliers de prisonniers. Bon, ça fait beaucoup quand même. Après, ce sont les durs jours de la campagne de Syrie contre les troupes de Vichy. Il est chef d'état-major du lieutenant-colonel Génin qui y trouvera la mort. En juillet 41, il est promu capitaine et il reçoit le commandement de la compagnie lourde du 2e bataillon de la 13e demi-brigade. Et bientôt commence la guerre du désert, la Libye et Bir Hakeim face aux Allemands. Hubert Germain m'a raconté sa propre arrivée à la 13 en février 42. Il attend sur un champ de bataille qui semble sinistre, il y a même des cadavres, me dit-il. Il se demande vraiment ce qu'il fait là. Et mon père arrive au volant de sa Jeep et avec sa belle gueule, son grand sourire, sa simplicité, son entrain, Hubert Germain ne se pose plus de questions. En octobre 45, mon père a donné une conférence au Grand Palais sur la guerre de Libye. Je vais vous le citer, mais là, voici une photo, on le voit, dans le désert avec ses amis, il y a Jean Simon, Bernard Saint-Hillier, Suzanne Travers. Donc, je le cite dans sa conférence du Grand Palais. Là, pas de civils à massacrer, pas de villes à raser, pas de souvenirs du passé à détruire, pas même de sites naturels à déshonorer. L'éclatement d'un obus soulève quelques brins de sable bien vite remis en place par le vent. Tout se passe entre hommes qui s'affrontent à visage découvert. Plus que le choc brutal, c'est la manœuvre qui décide.
Malheur à celui qui, naviguant mal, manque l'infime ouverture de la citerne qu'il cherche. Compare le désert à l'océan, même immensité, même absence de repères, même impossibilité de ravitaillement. Comme des escadres, les convois autos se déplacent d'un port à l'autre, naviguant au compas, faisant le point sur les étoiles. À la sortie de Berakem, quand tout d'un coup l'enfer se déchaîne et que les hommes se jettent à terre, là, c'est le lieutenant Camerini qui raconte. Quand je croyais que tout était perdu, on entend une voix de tonnerre derrière nous. En avant la Légion, tous ensemble, en avant. C'était Sérigné qui lançait son cri, et quel cri! Et à son cri, nous renaissons, nous redevenons ce que nous sommes, la meilleure troupe du monde. Quelques semaines plus tard, au camp de Talag, en même temps que Koenig et Amilagvari, Sérigné reçoit la croix de la Libération. Mon grand-père se trouve alors à Lisbonne pour son travail. Il n'a pas de nouvelles de son fils depuis plus d'1 an. Dans un hôtel, une revue anglaise traîne sur la table. Et tout d'un coup, une photo. Le général de Gaulle décore les défenseurs de Bir Hakeim. Et sur la photo, son grand. Ce jour-là, la fierté. Après El Alamein, mon père prend le commandement du 1er bataillon de la 13 le 1er novembre 1942. Ils sont à Tunis. Là, vous le voyez, à Tunis, en Tunisie, avec le général de Gaulle, mon père, Hubert Germain et Alain Agenais. L'année 1943, il note « Aller de repos physique, mais assez dur du point de vue moral, à cause de l'attente perpétuelle et des crises morales infinies des subordonnés. » Puis, c'est la campagne d'Italie. À Radicofani, là vous voyez ce piton perché de Radicofani, le 18 juin 1944, le bataillon enlève ce bastion si difficile à prendre et ouvre ainsi aux Alliés les portes de la Toscane. Le bataillon est cité à l'ordre de l'armée. Voici mon père devant Radicofani. Enfin, c'est le débarquement en Provence, le 16 août 1944, sur la plage de Cavalère, avec les souvenirs inoubliables de la première nuit passée en France. Que la vie est belle, dit-il. Le 6 septembre 1944, le 1er bataillon défile à Lyon. Mon père écrit « C'est la première fois depuis le débarquement qu'on reçoit un tel accueil. Les gens du Midi étaient beaucoup plus réservés. » Là, on le voit toujours avec son colmier de barbe en arrière-plan. Le 9 septembre, son bataillon libère Autun. Pour papa, une nouvelle citation, son calme courage en face de l'ennemi. Ils font 3200 prisonniers tout de même. Ensuite, là, c'est pendant la campagne de France avec le général de Lattre et le général de l'Armina. Il écrit à sa mère « Ce fut la plus merveilleuse aventure qu'un homme puisse rêver. Nous formons ici une équipe extraordinaire d'amis, comme il a dû rarement en exister. Il y a encore quelque chose à faire de la France. » Il écrit aussi « Je commande depuis 2 ans le plus beau bataillon du monde. » Mais il y a encore la très dure campagne des Vosges, avec des images, comme cette scène que nous a racontée un ancien légionnaire. Je le cite. C'est en novembre 1944. Le bataillon épuisé, enfin ce qu'il en reste, descend une petite route en colonne, l'un suivant l'autre à 15 pas pour éviter qu'un tir ennemi n'en fauche plusieurs à la fois. Au détour d'un virage, un homme grand debout sur le talus. Le mot passe. Le commandant de Sérigné est là. Je le vois encore debout, immobile, immense, le béret couvert de neige glacée. Il salue ses hommes. Je suis certain qu'il les remerciait, mais aussi qu'il en faisait un compte du nombre d'hommes qui lui restaient. Mon père écrit d'ailleurs « Mon pauvre bataillon a bien trinqué. Jamais les Français ne comprendront ce qu'ils doivent aux étrangers qui se battent pour eux. »
Élie de Saint-Marc disait, pour commander les hommes, il faut les aimer. Mon père les aimait. Enfin, c'est la première permission, tant attendue, à Paris chez ses parents. L'appartement est transformé en PC arrière du bataillon. Toute la famille est mise à contribution. Sa jeune sœur Anne prend en charge le centre ouvert par la Légion à Vincennes pour les blessés. Elle sera d'ailleurs promue caporal d'honneur de la Légion. Là, vous le voyez sur cette photo avec ses parents et son jeune frère Christian, le chien Mougli. Et quand il repart, il emmène son frère Christian et le chien Mougli. Et c'est la terrible campagne d'Alsace et puis l'Authion. Pour Sérigné, une nouvelle citation à l'ordre de l'armée. Magnifique officier supérieur de Légion, a à nouveau affirmé ses grandes qualités de chef au cours des diverses opérations de la campagne de France. Il est nommé chef d'état-major de la première DFL et le 25 mars 1945, il devient le plus jeune lieutenant-colonel à 32 ans. Il écrit à ses parents, ça ne m'amuse pas du tout, c'est la vieillesse déjà. Le 8 mai 1945, il rase son collier de barbe. En juin, il rencontre Marie-Charlotte de la Passardière, une jeune cousine éloignée. Ils tombent amoureux, un amour qui sera plus fort que la mort. Mariage le 5 février 1946 à Versailles. Le général Koenig est son témoin. Vous le voyez, la photo n'est pas très bonne, et ses amis sont là. Ensuite, un voyage en Norvège pour recevoir du roi Haakon la cravate de commandeur de l'Ordre royal de Saint-Olaf avec ses amis du corps expéditionnaire. Enfin, oui, les voilà. Là, Lalande, Morel et Dufault avec papa en premier plan. Le 13 août 1946, il part commander la 13 à Saïgon, en Indochine. Il est le plus jeune chef de corps de l'histoire de la Légion. Et pour lui, c'est un accomplissement pour lui, sa chair de mes brigades. Le voici d'ailleurs, qui est là, il est dans la plaine des Joncs. Il monte avec succès une grande opération Vega, du nom de son étoile favorite, pour démanteler les bases des rebelles. Il est si heureux, et là le voilà qui défile en tête de sa chère demi-brigade de Légion étrangère. Il est si heureux avec Marie-Charlotte et leur petite Guillemette, née en 1947. Décidément, il a la baraka, lui qui n'a jamais été blessé dans toutes ses campagnes. Mais le 1er mars 1948, tandis que Guillemette et Marie-Charlotte, enceintes de moi, sont arrivées la veille à Dalat, une petite ville au climat vivifiant, où se trouve un centre de repos du régiment, lui prend sa Jeep avec son chauffeur et son ordonnance et se joint au convoi qui monte de Saïgon vers Dalat. La colonne se compose de véhicules civils escortés de militaires en tête et en queue du convoi. Soudain, vers 16 heures, au kilomètre 113, le scout quart de tête saute sur une mine. C'est le signal de l'attaque. Le convoi est pris au piège par le Viet Minh. Mon père, au volant de sa Jeep, est tué dès le début de l'attaque. Peut-être le fanion sur la Jeep, le blanc qui orne ses pneus, son képi l'ont-ils désigné. L'attaque fait 36 morts et une quarantaine de blessés. Sa mort sème la désolation parmi ses légionnaires. Paul Arnaud, son second, prend la relève. Le voici avec Guillemette dans les bras, le général de la Tour et ma mère. Ils accueillent le cercueil qui revient de Dalat à Saïgon. Plus tard, le cercueil sera rapatrié vers la France sur le bateau Le Sonté. De Gaulle écrira à maman: parmi ceux qui furent mes meilleurs compagnons, il fut tout à fait l'un des meilleurs. Et il l'était avec une distinction, une grâce, une élévation du cœur et de l'esprit qui me réconfortait moi-même. Ah, voilà le Sonté qui rapporte le cercueil de papa vers la France. Il sera enterré au Moutier-les-Mauffets. Me voilà.
avec ma mère et ma sœur. Voilà. Je suis née 4 mois et demi après sa mort. Je suis filleule de la Légion. J'en suis fière. La Légion, c'est une famille, ne vous laisse pas tomber. À Djibouti, il y avait un poste perdu qui portait son nom dans le désert. J'y ai passé un soir de Noël inoubliable, seule femme au milieu des légionnaires. Il y a eu aussi les amis de mon père, tous ses compagnons d'armes, si fidèles à nos côtés, qui savaient si bien le faire revivre pour nous. Mon parrain est Paul Arnaud, son compagnon et son ami. C'est grâce à eux, grâce à notre famille, grâce à nos grands-parents et notre merveilleuse mère qu'il évoquait pour nous d'une façon si quotidienne et si proche, que mon père, même mort, fut si vivant pour nous accompagner dans la vie. Grâce à eux que les valeurs qu'il a illustrées, le courage, la droiture, l'engagement, l'enthousiasme, le souci des autres, l'amour de la France et de la liberté ont gardé leur force et leur réalité. Ce que j'aime aussi quand je songe à lui, c'est son sourire. Il sourit sur presque toutes ses photos. Celle-ci a été prise, je crois, 2 ou 3 jours avant sa mort. Son sourire exprime justement sa sérénité, son absence de peur, sa chaleur humaine, sa simplicité, sa gaieté. Ses amis ne disent pas autre chose, comme André Lalande. Porté par une foi chrétienne qui faisait partie de lui-même, aussi grand et fort au moral qu'au physique, il savait rester simple dans le succès, gai, enthousiaste et affectueux. Ou Pierre Mesmer, grand, mince et beau, calme et sûr de lui, sans en faire étalage, d'une conduite exemplaire au combat comme au repos. Son prestige était tel qu'il exerçait une autorité naturelle et sans effort apparent sur ses camarades et ses subordonnés. En 1968, une promotion de Saint-Cyr a choisi son nom. En 2002, sa statue a été inaugurée au Moutier-les-Mauffais, son village vendéen. Il y avait 820 porte-drapeaux, des milliers de personnes. C'était impressionnant. Ce jour-là, devant cette si grande assemblée, j'avais remercié mon père, car c'est un cadeau de la vie d'être fier de ses parents. Et c'est vrai, je l'en remercie toujours. Je vous remercie. Merci, merci infiniment, Catherine. C'est un très beau témoignage, très émouvant. Je pense que tout le monde l'a ressenti de cette façon-là. On posera les questions après, hein. D'ailleurs, j'invite nos amis internautes à nous poser des questions d'ores et déjà s'ils souhaitent, de façon à ce qu'on puisse les collecter. Et on fera ce temps de questions après l'intervention de Vianney Bollier, que je présente en quelques mots. Vianney est donc le fils posthume d'André Bollier, il est né le 11 novembre 1944 à Lyon. Après des études à Lyon, Vianney, vous avez fait vos études au Prytanée militaire de la Flèche et vous avez été, comme votre père finalement, ensuite admis à l'école polytechnique et vous avez complété votre formation à la faculté des sciences économiques et à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez ensuite commencé une carrière professionnelle qui a duré 30 ans dans un grand cabinet de courtage d'assurance dont vous êtes devenu le directeur général. Et puis, vous avez ensuite, pendant 15 ans, été agent immobilier. Vous êtes aussi très impliqué dans les problématiques de la mémoire, en particulier de la mémoire de la résistance, puisque vous avez été trésorier, puis le président de l'association X-Résistance, et également trésorier, et je vous en remercie, de la Société des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération, dont vous êtes membre du conseil d'administration. Et puis, sur le plan familial, vous êtes, j'allais dire, au sein d'une famille, comme vous dites vous-même, largement recomposée, avec 3 enfants et 6 petits-enfants. Voilà, j'espère également ne pas avoir dit trop de bêtises. Et mon cher Vianney, je vous donne très volontiers la parole. Merci beaucoup, Vladimir. J'espère que tout le monde m'entend. Et je vous prie de m'excuser si je suis un peu ému parce que l'exposé de Catherine de Sérigny ne m'a pas laissé indifférent.
Alors, nous avons, entre autres, Catherine et moi, la particularité d'être nés tous les deux après la mort de nos pères et d'avoir des mamans qui nous ont donné le respect et l'amour de ces gens disparus. André Bollier, en effet, mon père est mort le 17 juin 1944 à Lyon, les armes à la main, près de l'imprimerie clandestine de la Résistance qu'il avait créée et qu'il dirigeait, rue Viala, dans le 3e arrondissement, près de l'hôpital Croche-Blanche. Il venait d'avoir 24 ans et il n'a pas connu le premier exemplaire du journal Combat Libre, qui, après les 58 numéros clandestins qu'il avait fabriqués, est paru à Paris dès le 21 août 1944, quelques jours avant la libération officielle. André Bollier avait refusé très tôt de se soumettre à la défaite militaire et à l'effondrement social de 1940 et a mené son combat jusqu'au bout dans une clandestinité grandissante. Son idéal, alors pardon, parce que j'ai un petit problème, son idéal de liberté et de responsabilité est toujours d'actualité et le souvenir de son action ne doit pas s'effacer. Né à Paris le 30 mai 1920, André Bollier est un élève brillant qui émerveille les maîtres de son école, puis ceux du collège d'Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés. Il va de prix d'excellence en prix d'excellence, passe sa première année de baccalauréat à 15 ans, puis entre au lycée de Janson-de-Sailly, où il se distingue au concours général. C'est un parcours d'autant plus exceptionnel que son père est suisse alémanique de Zurich et que sa mère est née aux États-Unis de parents juifs russo-polonais. Ils s'étaient rencontrés à Paris, se parlaient en français, ni allemand ni anglais, et firent naturaliser leurs 3 fils en décembre 1926. Excellent pianiste, joueur de bridge, parlant à la fois l'anglais et l'allemand, André Bollier est reçu 3e à l'École normale supérieure et 6e à l'École polytechnique en 1938. Il vient à peine d'avoir 18 ans et choisit Polytechnique, qui lui paraît plus proche de la réalité économique et lui permettra de s'impliquer davantage dans les actions militaires qui, en cet été dramatique, lui paraissent inéluctables. Dans l'accalmie de l'après-Munich, en effet, sa première année d'études sur la montagne Sainte-Geneviève lui apporte toutefois plus que les satisfactions habituelles de l'étudiant. Il rencontre Noël Bollier au sport d'hiver et sympathise avec elle. De retour à Paris, il la revoit avec plaisir et fait parfois le mur le soir pour sortir. La guerre qui est déclarée au début de septembre 1939 provoque le rappel des élèves à Paris, puis leur envoi dans diverses écoles d'officiers. André Bollier choisit l'artillerie. Celle-ci est encore hippomobile et le château de Fontainebleau a été réquisitionné pour les accueillir. Il y acquiert une solide forme physique et dans ses lettres à Noël décrit avec humour sa découverte des règles, des habitudes et des travers du monde militaire. André Bollier devient sous-lieutenant en février 1940. Il participe à la drôle de guerre et souffre de ses contradictions. L'offensive allemande commence le 10 mai 1940. Rien ne se passe dans son secteur pendant un mois. Mais quand la vraie bataille arrive le 10 juin, la menace d'encerclement déclenche une tourmente. Devenu officier de liaison à motocyclette, enfin actif, André Bollier enchaîne les missions les plus périlleuses. Le 21 juin, il se trouve piégé dans un village près de Lunéville, se défend et est abattu par une mitrailleuse. Il est très grièvement blessé et ce sont les Allemands qui le relèvent, l'évacuent, l'opèrent et le sauvent. Après 3 mois de convalescence où il ne sait pas s'il ira ou non en Allemagne, c'est encore un Allemand qui, charmé par ses récitals de piano, le renvoie dans ses foyers en septembre. Il évite ainsi la captivité, mais apprend avec douleur que sa promotion compte plus de 10 morts et près de 100 prisonniers. C'est donc un André Bollier morose qui rejoint en novembre 1940 une école devenue civile et repliée à Villeurbanne, près de Lyon. Il souhaite servir à nouveau le pays dès qu'il aura obtenu son diplôme. Cela lui paraît plus important pour le moment et écrit à Noël qu'il fera sans doute alors un long voyage
où elle devine qu'il s'agit de Londres. Il révèle son ressentiment dans une rédaction du 23 janvier 1941, où il condamne vigoureusement la stratégie attentiste du pays et l'incurie du commandement à tous les niveaux. Je cite, « L'histoire de ma division risque trop de n'être pas prise au sérieux, tant le stupide y voisine au burlesque. » Cette sévérité lui vaudra une note un peu moins bonne que d'habitude. Les mois qui passent le déçoivent, non seulement car la plupart des professeurs habitent Paris, mais aussi parce que l'encadrement de l'école lui semble manquer de dignité. C'est donc sans difficulté que son camarade Jean-Guy Bernard lui fait rejoindre la toute première équipe d'Henri Frenay, le fondateur du mouvement Combat. À partir du printemps de 1941, André Bollier consacre ainsi ses temps libres à la fabrication et à la diffusion du bulletin Les Petites Ailes, qui est l'ancêtre du journal Combat. Comme l'information apparaît vite comme une activité essentielle pour la résistance, chaque mouvement veut avoir sa propre feuille. Certains lecteurs détruisent ces papiers avec mauvaise humeur, mais heureusement, la plupart les passent en cachette à leurs amis. Malgré son très bon classement de sortie de l'école, André Bollier renonce à devenir ingénieur au service d'un État qui lui paraît déconsidéré. Il demande néanmoins une bourse pour préparer plus tard le Conseil d'État et devient parallèlement ingénieur au centre de recherche des câbles de Lyon. Au cours des moments qu'il passe avec Noël pendant l'été 1941, il est heureux de voir qu'elle accepte son engagement de résistant et qu'elle partage son souhait de se marier dès que possible. Il débute son activité professionnelle en septembre et, prenant le pseudonyme de Lefranc, s'implique de plus en plus dans des actions de résistance que la direction des câbles a devinées et qu'elle facilite en secret. Dans le même temps, Henri Frenay organise le mouvement Combat d'une façon rigoureuse qui impressionnera plus tard Jean Moulin. Les activités spécialisées telles que le renseignement, l'armée secrète, le noyautage des administrations publiques, les corps francs, le service social et la propagande sont organisées au niveau national. Les fonctions plus générales, et notamment la distribution locale du journal, le sont sur un plan départemental. Des chefs de région assurent la coordination de leur territoire et un comité directeur national chapeaute le tout. Dans ce cadre, André Bollier se voit confier dès juin 1941 la responsabilité nationale de la fabrication et de l'expédition des journaux. À la fin de 1941, Combat fusionne avec le mouvement Défense de la France de Philippe Vianney. Leurs deux journaux deviennent Combat et le champ d'action d'André Bollier s'accroît d'autant. Voilà le premier combat clandestin qui va arriver. L'époque où André Bollier, renéoté un bulletin d'une page dans l'appartement de Berthier Albrecht, est révolue. Et il prend en ville un bureau spécifique pour ses activités interdites. Dès le début de son activité pour la résistance, André Bollier est impressionné par le courage avec lequel les imprimeurs lyonnais répondent aux demandes de travail clandestin qu'ils reçoivent. Le danger est immense, car la police, les gendarmes, la milice et plus tard les Allemands n'ont qu'à venir la nuit ou le week-end pour surprendre les équipes. André Bollier rencontre les imprimeurs, les sensibilise, les convainc, leur apporte les articles, repart avec les pages de plomb qu'il charge sur sa moto. Il recrute bientôt Lucienne Guesneck, qu'Henri Frenay illustrera dans son livre Volontaires de la nuit, et fait parfois travailler en cachette des typographes du journal Le Progrès de Lyon. Son enthousiasme est communicatif mais lucide, et il écrit à Noël en février 1942 que ses futures mémoires devraient s'intituler « Les hommes ont peur ». Et il ajoute « Il est bien difficile de ne pas ressentir un peu d'amertume lorsque l'on compare les résultats au mal que l'on se donne pour tirer ses semblables de leur apathie. »
Pourtant, les héros furent nombreux dans cette armée de l'ombre, des imprimeurs, et deux noms peuvent servir d'exemple. Joseph Martinet, le tout premier, chronologiquement et psychologiquement. Comme son atelier se prêtait bien à la mise en place de barrières de sécurité, il put faire face à plusieurs alertes et survécut. Il y eut aussi Eugène Ponce, qui fut arrêté le 25 mai 1944. Dès qu'il fut informé, André Bollier se précipite à l'imprimerie avec une équipe et réussit à la vider de tout son contenu compromettant avant qu'elle soit perquisitionnée. Eugène Ponce fut donc sur le point d'être libéré faute de preuves, mais il se rebella quand il vit que son ouvrier allait être interné quand même. Il fut interné lui aussi et mourut en déportation. Non content d'être à la fois ingénieur et résistant, André Bollier se marie au printemps de 1942. De nombreux amis n'ont pas pu venir à cause de la ligne de démarcation, mais ils ont fait de leur mieux pour que la fête soit belle malgré les restrictions. Et les demoiselles d'honneur ont toutes le même tissu, ce qui était un tour de force à l'époque. Grâce à la complicité d'une employée de la mairie du 7e arrondissement qui fournit les formulaires et prête les tampons, il crée aussi un atelier qui fabrique les fonds de divers faux papiers. Il les calligraphie lui-même avec soin pour répondre aux demandes des différents services du mouvement. Enfin, avec l'aide de Joseph Martinet, André Bollier crée sa première imprimerie clandestine pendant l'été de 1942. Ils installent ensemble une machine Minerve dans la cave d'une maison isolée à Crémieux, près de Lyon. Son camarade Beuclair a trouvé une camionnette et un garagiste ami qui devient leur fournisseur d'essence se charge régulièrement de changer les plaques des voitures et de modifier un peu leur apparence. Toutefois, l'affaire doit bientôt sombrer, car la maison est située sur le chemin d'une patrouille régulière des gendarmes qui comprennent vite de quoi il s'agit. Ils se contentent de perquisitionner ostensiblement la maison, mais le message est bien reçu et la Minerve est déménagée. L'occupation soudaine de la zone sud par les Allemands en novembre 1942 change brutalement la donne pour ses habitants et encore plus pour les résistants, car elle rend les contrôles plus nombreux et les sanctions plus sévères. C'est à ce moment que l'équipe apprend que Berthier Albrecht, interné à la prison Saint-Joseph de Lyon et qui simule une maladie mentale, vient enfin d'être transféré à l'hôpital psychiatrique de Bron, d'où son évasion devrait être plus facile. André Bollier avait beaucoup d'admiration pour Berthier Albrecht, qui avait fortement inspiré Henri Freinet dans sa conception des thèmes politiques et sociaux du mouvement combat. Dès qu'il est informé, il se mobilise avec deux camarades et se fait aider par Mireille Albrecht, la fille de Berthier. Tard le soir du 24 décembre 1942, la date n'est donc pas un hasard, il se gare près de l'hôpital et escalade le mur d'enceinte. Un complice leur a fourni les clés du pavillon, un autre a prévenu Berthier et Mireille lui a donné des vêtements civils. Ils entrent, font signe à Berthier qui se change et repartent immédiatement avec elle. L'affaire a duré 5 minutes et aucun coup de feu n'a été tiré. Les résistants se réjouissent beaucoup de ce grand succès, mais Noël et André ne savent pas qu'ils vivent leur dernière semaine au grand jour. Le 27 décembre 1942, en effet, un accident impliquant la camionnette du groupe déclenche une enquête approfondie car on y trouve près de 40 000 journaux interdits. Après avoir remonté la piste, les gendarmes bouclent l'usine des câbles de Lyon le 30 décembre, 3 jours après. Beuclair et d'autres membres de l'équipe ont pu être alertés à temps et s'enfuient. André Bollier, qui était à sa boîte aux lettres du café voisin, est arrêté. Il est aussitôt emmené chez lui. Noël a pu être prévenu par le téléphone et joue de son mieux les ignorantes, mais ceci n'empêche pas qu'il soit transféré à la gendarmerie. Dès son arrivée, il se rend compte que son cas est pris très au sérieux et se demande comment s'évader. Voyant que le cafetier, qui avait été arrêté en même temps que lui, crée volontairement de la confusion, il profite d'un moment où les gendarmes sont absorbés par le téléphone, s'esquive le plus simplement possible, sort par la porte, emprunte 20 sous à une marchande de journaux et saute dans un tramway. Il est libre,
mais sa vie vient de basculer dans la clandestinité. Noël passe la journée du 31 décembre à la gendarmerie et joue de sa grossesse avancée pour se faire relâcher. Après avoir été rassurée sur le sort de son mari par son beau-frère, elle se conforme aux instructions qu'elle avait reçues et va dans le Midi chez sa mère. André Bollier pourrait renoncer, il pourrait changer d'activité, mais ce n'est pas dans sa nature. À cette époque où le général de Gaulle a besoin de la résistance intérieure pour contrer le général Giraud, il choisit de continuer et prend le nouveau pseudonyme de Vélin. Grâce à une mission qu'Henri Frenay lui confie auprès de Berthier Albrecht dans le Midi, il se rend bientôt à Hyères où Noël s'apprête à accoucher. L'occupation est moins pesante qu'à Lyon, mais les gendarmes veillent et sont prudents. Comme ils ont repéré une voiture suspecte, un émissaire vient prévenir Noël par la porte du jardin afin que son mari, dont on sait bien qu'il n'est pas là, puisse s'en aller avant que la patrouille officielle se présente à la grande porte. Aussitôt dit, aussitôt fait, et l'émotion aidant, leur fille, la sœur aînée, naît le lendemain 6 février 1943. Comme ni Noël ni lui ne peuvent voyager, André Bollier ne verra sa fille qu'en juillet, à Lyon, dans un jardin public et sous la protection de son équipe à Tannery. Il a dû entre-temps se faire opérer par le docteur Brunat, qui était un ami de la Résistance. Aussi, quand les gendarmes, qui n'avaient pas renoncé, se présentent à la clinique, les infirmières du service aident André Bollier à quitter les lieux en lui faisant revêtir une soutane. Les mois suivants sont difficiles et il écrit en avril à Noël qu'il sème le vide autour de lui et que la Providence, qui lui garde la vie sauve, ne protège guère son entourage. Toutefois, plus que jamais persuadé de la nécessité d'une imprimerie entièrement clandestine, André Bollier convainc Henri Frenay de plaider cette cause à Londres où celui-ci doit se rendre. C'est un succès et dès que le financement est accordé, il peut louer en juillet 1943 une petite usine, rue Viala, près de l'hôpital Grange-Blanche à Lyon, et la maquille en bureau de recherche géodésique et géophysique. Il la dote de toutes les fausses autorisations nécessaires et obtient même que plusieurs tonnes de papier lui soient livrées très officiellement d'Allemagne. Il trouve aussi une grosse machine d'impression et se rend à Grenoble pour se la faire expliquer. Sous les yeux ébahis des professionnels qui l'utilisaient, il la démonte bientôt tout seul, puis la remonte tout seul. Par souci de discrétion, la machine sera divisée en plusieurs caisses qui seront transportées séparément. Vélin la remonte ensuite rue Viala avec l'aide de Joseph Martinet. D'autres travaux sont menés le plus silencieusement possible pour ne pas alerter le voisinage, et l'équipe s'augmente de Paul Jaillet et de Francis Revaché, tous deux anciens du journal Le Progrès, qui a cessé de paraître quand Lyon a été occupé en novembre 1942. Après quelques semaines de rodage, l'activité de l'imprimerie ne cessera de croître, non seulement pour Combat, mais aussi pour de nombreux journaux clandestins, comme Défense de la France, La Marseillaise et aussi Témoignages chrétiens. Le 1er novembre 1943, l'équipe est fière de sortir un numéro spécial qui comporte de nombreuses photos. Malgré l'insécurité, malgré l'accident de Lucienne qui sauve son bras de justesse en décembre, la bonne humeur règne et au début de 1944, l'imprimerie sortira plus d'1 million d'exemplaires de journaux par mois. Imprimer ne suffit pas. Et en aval, il faut également renforcer les équipes de distribution. Celles-ci expédient de lourdes valises pleines de journaux qui sont déposés en gare sous de faux noms et dont les tickets voyagent par la poste. D'autres valises plus légères contiennent des clichés sur feuilles de zinc qui permettent à des imprimeurs amis de tirer le journal pour leur région et d'aller ainsi jusqu'à Nice ou jusqu'à Rodez. Enfin, à partir de l'automne 1943, Noël peut commencer à revenir à Lyon. D'abord seule, elle séjourne chez des amis, toujours différents. Elle s'installe ensuite avec sa fille dans un hôtel près de Lyon,
ou quand il vient les voir, André Bollier prend une deuxième chambre sous son nom du moment. Pour sa sécurité, il gère avec rigueur ses communications et sépare ses diverses activités. C'est d'autant plus important qu'à partir de juillet 1943, il doit se rendre chaque mois à Paris, où la rédaction de Combat s'est installée avec Pascal Pillat et ensuite avec Albert Camus. Il apprécie ces réunions qui le mettent au cœur de la situation. Mais comme les contrôles dans les voyages sont nombreux, il a des papiers différents à chaque voyage et modifie aussi son apparence. Il y a toutefois des choses que l'on ne maîtrise pas. Victime de l'imprudence d'un de ses correspondants, Vélin est arrêté une deuxième fois le 8 mars 1944. Il est interné au fort de Montluc et transféré chaque semaine dans l'ancienne école militaire de santé pour interrogatoire. Il ne parlera pas malgré des tortures répétées, se sert de sa connaissance de l'allemand pour préparer des réponses ambiguës et use ses gardiens en jouant d'une dysenterie bien réelle. Il se sait en danger de mort et réfléchit à nouveau sans cesse aux moyens de s'évader. Au bout de 7 semaines, Klaus Barbie, le chef de la sûreté allemande à Lyon, énervé par sa résistance, lui annonce son exécution pour le lendemain. Il tente alors son va-tout et le 2 mai 1944, il se hisse par le vasistas d'un palier en sous-sol qu'il avait vu laissé ouvert. Il émerge dans l'avenue auprès d'une sentinelle, il l'embrouille en allemand, lui échappe. Et après un bref repos, il retourne à l'imprimerie. Celle-ci, confiante, avait continué à travailler avec l'accord de la direction du mouvement et cela lui avait rendu service car le journal continuait à paraître malgré son arrestation, ce qui troublait les interrogateurs. Il retrouve aussi Noël qui s'était réfugié avec sa fille en Touraine chez sa sœur et qui, n'en pouvant plus d'angoisse, venait de revenir à Lyon pour essayer de faire quelque chose. Pendant un mois, enceinte de leur deuxième enfant, c'est-à-dire de celui qui vous parle, Noël partage ainsi avec André son attente enthousiaste d'un débarquement qu'il s'approche. Alors que la résistance se remplit d'espoir, la milice s'active et pousse à la délation. Vélin voudrait changer son dispositif, car divers incidents ont pu menacer la clandestinité de l'imprimerie, mais la direction de Combat à Paris l'oblige à rester encore à son poste. Il demande alors à Noël de retourner en Touraine par sécurité et il lui dit qu'il passera bientôt la voir, car son combat n'est pas fini et il a décidé de rejoindre les armées dans l'Ouest. Hélas, un drame se noue lorsqu'il retourne à l'imprimerie le 17 juin dans l'après-midi, un samedi après-midi, ce qui était exceptionnel. Il souhaitait mettre la dernière main au numéro spécial de Combat consacré au débarquement et avait prévu de partir le soir même. Autour de Vélin et de Lucienne, Jaillet et Vacher vérifient la nouvelle installation d'autogravure lorsque des miliciens surgissent aux fenêtres. Ils croyaient que l'usine serait déserte et sont surpris par la riposte de Vélin, qui, toujours armé depuis sa deuxième évasion, en touche plusieurs. Après un instant de conciliabule, Vacher se dirige vers la porte où il est abattu aussitôt. Jaillet décide de rester et de se cacher, tandis que Vélin convainc Lucienne de fuir avec lui par l'arrière du bâtiment. Après avoir sauté de la terrasse au jardin voisin, puis de clôture en clôture, Vélin et Lucienne parviennent aux abords du prochain boulevard. Ils se croient sauvés car une maison amie est proche, mais le quartier avait été bouclé. Au moment où ils s'évancent pour traverser, la rafale d'une mitrailleuse embusquée les abat tous les deux. Vélin est gravement touché. Comme il connaissait l'horreur de la torture, il avait juré qu'il ne se laissera pas reprendre vivant. Il prévient Lucienne, retourne son revolver contre lui et meurt sereinement à ses côtés. Pendant ce temps, Jaillet est odieusement torturé, puis abattu par la milice qui pille et incendie l'imprimerie. Le destin ce jour-là n'a pas voulu de Lucienne, qui survivra à plusieurs blessures. Malgré leur émotion, les compagnons de Vélin se remettent rapidement au travail et tiennent à fabriquer
un dernier numéro de Combat clandestin qui, redevenu artisanal, sort fin juin. Après avoir été discrètement reconnu par Alban Vistel, le chef régional des mouvements unis de résistance, André Bollier est inhumé une première fois sous une fausse identité. Dans le cours de l'été 1944, la résistance sort de l'ombre, la France se mobilise et les armées progressent. Paris est libéré fin août et Lyon début septembre. Inquiète de l'absence de nouvelles, Noël reste néanmoins confiante car elle a connu d'autres moments difficiles. Et elle n'acceptera la réalité de la mort de son mari qu'à la fin de juillet. Elle enfuit alors son chagrin au fond de son cœur et songe avant tout à protéger la toute jeune Marie-Ange ainsi que le bébé qu'elle attend. Dès l'automne 1944, les résistants commencent à rendre hommage à André Bollier et à apporter à Noël puis à ses enfants un soutien qui ne se démentira pas et leur sera précieux. Avec l'aide de sa famille et de ses amis, et après 2 dures années de quasi-prostration, Noël reprend pied dans la vie, finit ses études que la guerre avait interrompues et devient professeur d'anglais dans un lycée de Lyon. Elle s'attachera à l'éducation et aux études de ses enfants et veillera à la fois au respect de la mémoire de leur père et à leur ouverture à l'avenir. Elle sera longtemps vice-présidente de l'Association des veuves de guerre du Rhône et très active dans d'autres groupes. Restée fidèle à un mari qui sera toujours présent dans son cœur, elle deviendra une grand-mère épanouie. Elle s'est éteinte en 2010, après avoir été faite chevalier de la Légion d'honneur en 2006. André Bollier et 11 membres du groupe de la rue Viala de 1944 ont reçu la Croix de guerre avec étoile d'argent. Outre cette croix de guerre et celle de sa campagne de juin 1940, André Bollier a été fait chevalier de la Légion d'honneur. La même année, il a été fait compagnon de la Libération et a reçu la médaille de la Résistance avec Rosette. Alors que j'étais élève au Prytanée militaire, ces décorations m'ont été remises à Lyon en 1944. André Bollier a été déclaré mort pour la France et ses services ont été régularisés par le grade de commandant. Il avait seulement 24 ans. Ses 2 enfants ont été adoptés par la nation. En 1945, la ville de Saint-Maur a donné son nom à la rue de son ancien collège et la ville de Lyon son nom à celle où il habitait avec Noël près des câbles de Lyon. Ma mère recevait donc des lettres, Madame André Bollier, rue André Bollier. Mais ça n'a pas duré longtemps, elle a déménagé assez vite, c'était trop lourd. De 1945 à 2019, une cérémonie organisée par la mairie de Lyon s'est tenue tous les ans le 17 juin rue Viala. Sa famille, ses amis et ses anciens camarades ont pu ainsi lui rendre régulièrement hommage. Dès que ce sera à nouveau possible, cet hommage sera inclus dans ceux de la journée de la Résistance. André Bollier repose maintenant au cimetière militaire de l'Adoua, à Lyon, au milieu de ceux avec qui il aurait voulu continuer à combattre. Le temps a passé. La liberté semble aller de soi aujourd'hui et le progrès économique a apporté davantage d'aisance matérielle à un grand nombre d'entre nous. Dans ce cadre devenu assez confortable, nous ne devons pas oublier que l'homme est resté terriblement à lui-même dans son dilemme entre tolérance et violence. Malgré les apparences, l'idéal qui a animé Vélin et les membres de son équipe a donc bien une valeur permanente. Ils ont résisté pour rester dignes et ont informé les autres pour leur donner espérance et force. Ils ont accepté de mourir pour la liberté à une époque où la France n'était plus elle-même. Le combat dans l'ombre de Vélin n'a pas été militaire comme celui de Gabriel de Sérigné, mais la nation, ses amis et ses compagnons ont bien reconnu sa valeur. Grâce à leur fidélité et à l'amour sans faille que Noël a eu pour lui toute sa vie, André Bollier, Vélin, qui s'était passionné pour une information courageuse et vraie, n'est pas simplement un héros, il pourrait bien devenir un symbole. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Vianney. Ce témoignage extrêmement émouvant, et je vous remercie d'ailleurs, Catherine et vous, d'avoir affronté la charge émotionnelle que représente ce témoignage familial, personnel, celui d'un enfant parlant d'un père qu'il n'a pas connu.
Avant que nous passions aux questions, je voudrais simplement d'abord vous inciter à en poser si vous en avez. Je m'adresse là aux internautes. Et puis vous dire que l'enregistrement de cette conférence sera visible à partir de demain ou les jours suivants d'une manière permanente sur la chaîne YouTube de l'Ordre de la Libération. Et puis simplement vous faire un peu de réclame pour la prochaine soirée qui aura lieu au mois de mai, qui sera le jeudi 20 mai à la même heure, c'est-à-dire à 19 h, et qui sera tout à fait différente puisqu'elle sera consacrée à la série de bandes dessinées Les Compagnons de la Libération, qui est une publication des éditions Grand Angle, éditeur de bande dessinée, avec lequel l'Ordre de la Libération est en partenariat depuis maintenant 2 ans. Et nous recevrons l'historien Jean-Yves Le Naour, qui est un des scénaristes, en tout cas il l'a été pour plusieurs de ses albums, de cette série qui remporte un véritable succès. Alors, j'ai une première question à poser qui concerne finalement à la fois Catherine de Sérigné et Vianney-Bollier, qui est une question d'ordre vraiment personnel, mais qui est la suivante. Vous avez vécu, vous avez été élevé dans l'absence évidemment d'un père que vous n'avez pas connu, qui a donné sa vie pour la France. Et comment, quand on est un petit garçon, une petite fille, comment est-ce qu'on se construit, un adolescent et un jeune adulte, comment est-ce qu'on se construit avec cette absence? Peut-être Catherine peut commencer pour alterner un petit peu le débat, si Catherine veut nous répondre. Il y a votre micro, Catherine. Il faut désactiver le micro. Non, sur l'ordinateur. Ou Vianney peut répondre peut-être, alors dans ce cas-là. Je suis toujours là? Oui. D'accord. Bon. Nous avons eu la chance, tous les deux, Catherine et moi, que nos mamans, en fait, ne se sont pas remariées. Et quand j'étais au Britannique militaire, ceux de mes camarades dont les mamans s'étaient remariées avaient plus de difficultés que nous parce qu'il y avait forcément un certain conflit d'image entre le deuxième mari et le père disparu. Donc, pour moi, les choses ont été très simples. Il n'était pas là, mais il était là quand même. Et donc, ça n'était pas une absence du tout. La seule vraie contrainte, c'est que ma mère voulait absolument que je fasse la même école que mon père. Ça m'a donné beaucoup plus de difficultés que lui. Bon, mais ça, c'est comme ça. Et puis après, on part dans la vie avec quelque chose qui est peut-être un peu plus lourd que les autres, mais qui est aussi très exaltant. Donc, moi, je me sens très bien. Catherine? Oui, moi aussi, je suis comme Vianney. Effectivement, je ne parlerai pas d'absence parce que notre père était vraiment présent euh, dans notre vie, finalement, dans le souvenir, dans ce qu'on nous en racontait, dans nous habitions, moi j'allais au lycée du Ruy qui était, je traversais les Invalides pour aller au lycée et peut-être aussi le fait de ce cadre un peu extraordinaire, j'avais l'impression que j'aurais pu voir sortir mon père de derrière un canon tous les jours. Enfin, il y avait une espèce de présence invisible qui était forte. Et je crois qu'on a eu la chance aussi, comme Vianney, d'être entouré par bien sûr, notre mère qui nous en parlait de façon très naturelle de ça, mais aussi tous ses amis, tous les amis compagnons de papa, ils ont été vraiment fidèles et formidables pour nous accompagner. Et alors, une question qui rejoint un peu ça, mais qui est un peu plus précise, c'est qui nous est arrivée là. C'est dans quelle mesure la figure de votre père a pu influencer vos choix de vie par rapport à ce qu'on vous en a dit, par rapport à ce que vous avez su de lui, etc. Alors, on vient d'apprendre que Vianney n'a pas choisi Polytechnique pour faire comme son père, mais parce qu'on lui a demandé de le faire. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses, si vous voulez, dans le parcours de vos pères qui ont construit un peu votre personnalité ou votre éthique personnelle ou vos choix personnels de vie?
Moi, étant une fille, c'était quand même plus difficile de suivre cette voie-là, ça c'est sûr. Mais on sentait quand même, il y avait une espèce d'exigence d'être à la hauteur quand même. Ça, c'était certain. Et bon, on essayait bien sûr, une vie tellement différente, un parcours si particulier, pas tellement de points de s'y retrouver, mais je pense que ça a compté vraiment dans ma vie. C'était un modèle et donc il fallait quand même, il fallait essayer de lui ressembler. D'être à la hauteur un peu. Oui, d'être à la hauteur, voilà. Et vous, Vianney? Oui, je reviens sur l'école. La façon de présenter les choses était très simple. Tu peux devenir médecin, tu peux devenir artiste peintre, mais tu fais Polytechnique d'abord. Euh, donc, et c'est vrai que c'est une école où, voilà, où on peut faire ce qu'on veut après, donc ce n'est pas un problème. Dieu merci. Voilà. Très bien. Là, j'ai une question. Alors, je veux quand même vous dire à tous les deux que, parce que vous ne le savez pas forcément, mais qu'il y a d'abord pas mal de monde qui nous a regardés, qui nous entend encore, et qu'il y a beaucoup de témoignages d'émotions et de remerciements, notamment sur Facebook. Voilà. Je voulais quand même vous le dire, que ça vous ôte un peu de la pression que vous avez pu avoir l'un et l'autre à venir ce soir témoigner, ce dont d'ailleurs je vous remercie. J'ai une question qui est pour Vianney, cette Oui. fois-ci, qui nous est arrivée et qui va le faire sourire. Existe-t-il une biographie d'André Bollier? Alors, elle va vous faire sourire aussi, Vladimir, parce que je vous l'ai envoyé il y a quelques jours. Bon, voilà. Donc la question est de savoir si je vais trouver un éditeur ou pas. J'ai fini le bouquin il y a quelques mois ou quelques semaines. Il n'est jamais fini en fait. Il y aura. Et s'il n'y a pas de vrai éditeur, eh bien, il sera sur les plateformes Internet, etc. Donc d'ici quelques mois, effectivement, il y aura quelque chose. Merci beaucoup de cette information. Écoutez, je crois qu'on n'a plus vraiment de questions qui arrivent jusqu'à nous. Moi, je veux vous remercier véritablement, très sincèrement et chaleureusement. Encore une fois, c'était pas facile. Les circonstances font que c'est pas un exercice simple. Et j'ai trouvé ça formidable de vous avoir tous les deux. J'espère et je suis certain que les gens ont pensé la même chose. Merci infiniment et on se retrouve tous, pour ceux que ça intéresse, sur un autre sujet autour de la bande dessinée et les Compagnons de la Libération le jeudi 20 mai prochain. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.